Il y a un temps pour se battre et un temps pour parler, paix, réconciliation. Dixit Charles Blé Goudé, rentré en Côte d'Ivoire samedi après son acquittement par la justice internationale et pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, lui-même rentré longtemps avant Charles Blé Goudé. Ces retours sont-ils l'épilogue de la longue crise ivoirienne qui a connu son paroxysme avec la crise post-électorale de 2010-2011? La réconciliation est-elle en marche en Côte d'Ivoire? Voilà les questions au menu de notre forum de cette semaine qui a comme invité Corneille Norbert Kouassi. Monsieur Kouassi, bonjour. Bonjour Gilles Bocor. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Avec les téléspectateurs qui vont nous rejoindre dans la seconde partie. Je rappelle tout de suite le contact, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Que pensez-vous de ces retours au bercail de Laurent Gbagbo et puis de Charles Blé Goudé? Ces retours vont-ils sceller la réconciliation en Côte d'Ivoire? Quid de Guillaume Kigbak-Fori Soro, qui lui est condamné toujours à l'extérieur? Quelles sont les conditions de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Vos contributions sont attendues, plus 228 96 46 10 31. Vous parlerez aussi football, parce qu'il y a un grand événement qui attend l'Afrique cet après-midi, puisque nous sommes en direct dimanche à midi. Le Sénégal joue tout à l'heure l'Angleterre pour les huitièmes de finale. Corneille Kouassi, votre cœur vibre pour l'Afrique. Oui, mon cœur vibre pour l'Afrique parce que je suis un véritable Africain. Mon cœur est africain et mes ossements seront en Afrique, donc je supporte toutes les équipes africaines. Qu'est-ce que vous pensez des prestations des équipes africaines cette fois-ci Oui, mais je crois bien qu'on n'a pas encore mûri dans ces types de matchs parce que, comme vous voyez, le Ghana qui vient rater un penalty. Encore une fois. Encore une fois, vous comprenez que la leçon n'a pas été apprise. Mais un penalty raté, ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça Lionel Messi a déjà raté. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Mais la Coupe du Monde précédente, il y avait un penalty juste à la dernière minute où le joueur ghanéen a raté ce penalty. Moi, je crois bien que les Ghanéens devraient tirer la leçon de ce penalty. Toutes les équipes africaines devraient tirer la leçon de ce penalty pour ne plus que cela arrive dans leurs prestations. Mais malheureusement, comme en Afrique, on ne tire jamais les leçons des choses. Et une fois encore, les Ghanéens ont raté un penalty qui vaut aujourd'hui l'élimination. Malgré tout, est-ce que les prestations ne se sont pas améliorées quand on sait que oui, au fur et à mesure, toutes les équipes africaines, même celles qui sont rentrées, ont engrangé au moins 3 points? Oui, au fur et à mesure, les prestations des équipes africaines s'améliorent parce que 90% de nos joueurs jouent en Europe. Ils se frottent beaucoup à ces grands joueurs. Donc, ils ont dans leurs pieds, ils ont dans leurs tripes la grande compétition. Donc, je crois bien que c'est des petits détails qu'il faut dorénavant gérer pour que nous puissions aller plus loin parce que le public africain aime le football. Non, mais, le Sénégal et puis le Maroc qualifiés pour les huitièmes de finale, ces équipes ont-elles un grand avenir pour cette compétition? Oui, je crois bien qu'ils ont toutes les chances parce que on a vu l'Arabie Saoudite. Même le Sénégal? Oui, le Sénégal a toutes ses chances même si Mané ne joue pas. Le Maroc aussi a des joueurs comme Ziaed qui jouent très bien au football. Je crois bien que cette fois-ci, nous irons en finale. Des matchs suivis en Afrique subsaharienne francophone en ce qui concerne les droits payés, les 64 matchs sur New World TV. Vous les suivez aussi? Oui. New York TV, c'est notre télévision à tous, c'est la télévision des Africains. Moi, je crois bien que les Africains doivent s'en procurer les décodeurs de New York pour suivre les matchs de New York et après la Coupe du Monde, avoir le décodeur de New York parce que le promoteur de cette télévision est africain. Nous ne sommes pas des racistes, mais je crois bien que quand un Africain fait quelque chose qui est bon, nous devrons saluer cela. Nous ne devrons pas saluer seulement tout ce qui est mauvais. Mais ici, je crois que les promoteurs de New York ont fait quelque chose de grand. Parce que c'est la première fois quand même qu'une télévision africaine présente un événement d'une dimension vraiment supérieure. Et certains avaient des craintes. Vous, après avoir vu les matchs de poule, et on entre maintenant dans les huitièmes de finale, oui. Quelles sont vos impressions sur les prestations? Bon, je dis que les prestations dépendront des matchs à venir. Parce qu'un match de football, ça ne se lit pas sur le papier, c'est sur le terrain.
Ça dépendra de comment les équipes qui sont en face des équipes africaines vont se présenter. Comment ils vont jouer. C'est en fonction de ça que l'entraîneur qui est en face fait son système pour pouvoir battre l'équipe adverse. Je dis que le Sénégal et le Maroc nous feront honneur cette fois-ci. Oui, moi je parlais des prestations de New World TV, des matchs qui sont retransmis. Oui, au niveau des prestations, moi je crois bien que New World TV n'est qu'un bébé qui vient de naître. Nous n'allons pas lui jeter l'anathème. Pourquoi? Il y a d'autres même en Côte d'Ivoire qui me disaient mais le HD n'est pas aussi propre que ça. Et je leur ai dit oui, le HD n'est pas aussi propre parce que vous avez dans la tête le concurrent direct. Donc, c'est ce qui fait que vous pensez que le HD n'est pas trop propre. Mais si ce n'est pas propre, je crois bien que c'est des critiques que vous faites. On va porter cela aux dirigeants de New York et bientôt, ils vont corriger cela et nous aurons une très, très, très belle télé. Merci. Corneille Kwasi, match à suivre donc sur New World Sport 1 en français. Et puis d'autres langues africaines. Oui, ça m'a fait plaisir quand j'ai écouté ça. Et puis le Lingala. Oui, j'ai écouté. J'étais à Palibé, j'ai zappé, j'ai vu, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Revenons donc à la Côte d'Ivoire. La réconciliation est-elle en marche? Mais ma première question, Corneille Kwasi, si votre pays, la Côte d'Ivoire, était un organisme humain, que peut-on dire de son état de santé? Est-il toujours souffrant, convalescent, guéri, ou un malade récalcitrant qui refuse de prendre ses médicaments? Je crois bien que nous sommes convalescents. Il ne faudrait pas qu'on cache le soleil avec la main. Parce que quand vous sortez d'une crise de 10 ans, ce n'est pas facile qu'on puisse renouer avec la paix tout d'un seul coup. Et je dis ici, et j'ai répété sur ce même plateau que la paix chez nous, il y a un processus que chacun doit suivre. Et c'est dans ce processus-là qu'aujourd'hui, le général Blé Goudé est arrivé. Le général Blé Goudé est arrivé, le président Soro Guillaume est encore dehors. C'est pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire est encore convalescente. Il y a encore des militaires du camp du monsieur Gbagbo qui sont encore en prison. Donc je crois bien que quand tous ceux-là vont sortir, quand tous ceux-là vont rentrer au pays et que nous allons former je pourrais dire sur un autre plateau, bien sur votre plateau, que nous sommes totalement guéris. Sinon, pour le moment, nous sommes convalescents. Mais la crise dure depuis 10-11 ans. Le paroxysme, on l'a connu en 2011. Mais dans le pays aujourd'hui, est-ce que ça se sent qu'il y a encore un déchirement ou c'est seulement au niveau politique qu'on a des répercussions de la crise? Je crois bien que la crise ivoirienne, il faut faire très attention, surtout quand nous analysons, nous devrons réfléchir plusieurs fois, aller au-delà de la réflexion normale. Parce que vous voyez un pays où il y a eu plusieurs camps qui se sont battus. Aujourd'hui, dans le pays, les gens du Nord sont avec les gens du Sud. Les gens de l'Ouest sont avec les gens de l'Est. Au début, dans les années 2008, 2009, 2010, il y avait véritablement une crise. Parce que quand un nordiste venait au Sud, c'était un problème. Quand un sudiste allait au Nord, c'était un problème. Mais après la crise, parce qu'on n'avait jamais connu de crise. Quand tu n'as jamais essayé quelque chose, tu ne peux pas savoir réellement comment la chose fonctionne. Mais quand on a vu la guerre de nos propres yeux, beaucoup d'Ivoiriens, 99% des Ivoiriens ont compris que la guerre n'était pas une bonne chose. Parce que le voisin qui vivait à côté de toi, parce qu'il était de telle ethnie ou bien d'une autre ethnie, la personne a perdu tous ses biens, la personne est décédée. Les Ivoiriens ont tiré la leçon de cette crise-là. Entre populations, je crois bien, et je peux l'affirmer, qu'il n'y a pas de problème entre les populations, mais il y a un problème entre les politiques. Mais est-ce que la page du conflit électoral de 2011, est-ce qu'on peut la considérer aujourd'hui comme définitivement tournée, puisque la crise a commencé, enfin, le paroxysme a été atteint avec cette crise, ce conflit post-électoral? Gilles, je crois bien qu'on peut tourner la page des conflits post-électoraux. Ça veut dire quoi? Il faut que les politiciens qui animent la machine politique puissent s'entendre. Si vous pensez que chaque fois qu'il y a élection, il doit y avoir des morts et que cela n'est pas bon, surtout que les politiciens, leur rôle, c'est d'améliorer les conditions de vie de leur population. Mais si vous devez faire la politique pour faire souffrir vos populations, je crois bien que c'est
ce n'est pas la peine de faire la politique. Aujourd'hui, je peux l'affirmer. Il faut que les gens comprennent que on ne doit plus suivre les politiciens de manière moutonnière. Il faut réfléchir à 10 000 fois avant de suivre les politiciens. Je ne crois pas, parce que tout le monde est épris de paix. C'est ce que le président Houphouët nous a légué. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire pour que nous ne puissions plus passer à ces étapes douloureuses qui ont fait que le pays a été divisé. Ça veut dire que tout le monde doit aller à la paix, tout le monde doit converger vers la paix, tout le monde doit respirer la paix, tout le monde doit penser la paix. Si ce n'est pas le cas, je crois bien que juste après notre élection, il aura ce problème. Mais je ne crois pas, parce que les populations ont compris que la paix est mieux que toute chose. Donc ils ne suivront pas ceux qui voulont vraiment mettre les enfants dans les rues, les jeunes dans les rues, bien les vieillards dans les rues, pour qu'on puisse les tuer. Mais la page de ce conflit électoral n'aurait pas été tournée totalement si le président Ouattara n'avait pas choisi de revenir après ses 2 mandats à la tête du pays. Très bonne question, Gilles Boko. Vous voyez, tout de suite, en offre, on va demander quel est votre bord politique. Je dis que je n'ai pas de bord politique. Dis la vérité à nos autorités. Leur manquement, dénoncer avec véhémence tout manquement, ne veut pas dire que c'est des insultes. Quand le président Ouattara voulait faire un 3e mandat, mais avant de faire ce 3e mandat, il y a eu un référendum où le président Bédié était là. Le président Soro Guillaume était là. C'est lui qui a pris la délégation de Bouaké. Il est parti battre campagne là-bas. Vous avez battu campagne parce que vous voulez changer la constitution sur certains points. Mais eux tous, ils ont accepté. Peut-être que M. Laurent Gbagbo qui n'était pas là, Blé Goudé qui n'était pas là, ils étaient en prison. On peut comprendre. Si c'est eux qui se plaignent aujourd'hui, on peut comprendre. Mais que le PDCI se plaigne par exemple sur le comportement du président Ouattara, je dis non, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce qu'il y avait une place derrière. Mais les gens oublient que la politique, c'est les intrigues et c'est les compromis. Votre adversaire ne va pas vous laisser un boulevard où il n'y a même pas de voiture où tu peux rouler tout seul. C'est pas normal. Quand votre adversaire a les moyens de l'État, quelle force avez-vous pour vous opposer à lui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'il y a des pays où les opposants ont battu le parti qui était au pouvoir. On a vu tout près de vous ici, au Bénin. Yahi Boni est tombé. Même si c'était son poulain qu'il avait mis. Mais Yahi Boni est tombé. Il y a d'autres pays. Yahi n'était plus candidat. Oui, mais au Ghana. Au Ghana, il y a des opposants qui ont battu au Kenya. Il y a des opposants qui ont battu celui qui était au pouvoir. Oui, mais quand est-ce que vous voulez nous dire? Oui. C'est que si Ouattara aujourd'hui a pu briguer un 3e mandat, c'est la faute de ses opposants politiques? C'est la faute du PDCI. Il faut que j'ai le courage de le dire. Le président Bédié était avec son jeune frère. Il pouvait discuter. C'est dans la discussion qu'on peut trouver des solutions. Vous voulez parler de Kakabe? Oui. Non, le président Kakabe n'était plus au PDCI. On lui avait dit de partir du PDCI parce qu'il avait choisi son camp. Donc il est parti de là. Et puis lui, quel pouvoir il avait de dire au président Bédié d'aller négocier avec le président Ouattara ou bien de ne pas négocier avec le président Ouattara? La personne qui a fait que le président Ouattara est parti briguer un 3e mandat, je crois bien que c'est le président Bédié. Comment? Pourquoi? Mais quand on devait changer la constitution, c'est à partir de là qu'il fallait se plaindre. Mais je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais ce qu'on m'aurait dit, c'est que le président Ouattara avait promis quitter le pouvoir et céder le pouvoir au président Bédié. Mais le président Bédié, à son âge, qu'est-ce qu'il viendrait faire encore? Mais dans ce deal, il a accepté. Mais si tu acceptes, c'est pourquoi j'ai dit au départ qu'en politique, on ne fait pas de cadeaux. Pour le président Bédié, c'était trop facile. Nous ne sommes pas en 92 ou 93 où le président est mort. Et puis il y avait un article 11 qui te permettait de venir briguer la présidence tranquillement. Mais ce n'est pas le cas. Il faut se battre. Le pouvoir, il faut se battre pour l'arracher. Mais si vous êtes assis que vous ne pouvez pas vous battre pour l'arracher, vous voulez que le président Ouattara vous cède la chaise comme ça, c'est pas possible. Oui, mais si vous dites que les partis d'opposition ne se sont pas battus,
je peux vous confronter avec les faits. Ces élections présidentielles ont eu lieu dans un contexte de tension. Il y avait eu beaucoup de morts, beaucoup de manifestations. Il y a eu de la résistance. Le président Ouattara leur avait dit que si les deux autres grands, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo et le président Bédié se présentaient, il allait revenir. La preuve, il avait dit qu'il ne se présentait plus. Le président Gbagbo était en prison, mais il a posé sa candidature. Le président Bédié était âgé, mais il a posé sa candidature. Le président Ouattara était obligé de se présenter. C'est pourquoi je disais que quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'on aille très loin dans les réflexions. Si tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, il y a certaines réalités que tu ne peux pas appréhender. Les moments n'étaient pas faciles pour quelqu'un d'autre de venir. Parce que le pays n'était pas pacifié à 100%. Le pays n'était pas pacifié même peut-être même à 70%. Donc il fallait la personne idoine, la personne que les gens respectent, la personne qui peut donner des ordres et qu'on ne discute pas. Il faut de telles personnes à la tête de notre pays pour gérer le pays jusqu'à ce que tout soit pacifié, jusqu'à ce que tout soit calme pour que quelqu'un d'autre puisse venir. Mais est-ce que cet argument tient? Parce que quelle que soit la personne, ça reste un être humain comme on a dit, Amadou Gon Koulibaly, le pilier dont vous parlez, il peut tomber à tout moment. Oui, le pilier, moi je n'aime pas par exemple les politiciens messianiques, je ne les aime pas. Mais je dis, pour le moment en Côte d'Ivoire, la personne idoine pour gérer notre pays, c'est le président Ouattara. Donc vous ne pensez pas que ce troisième mandat a plutôt compliqué le processus de réconciliation qu'autre chose? Oui, mais le troisième mandat a compliqué le processus de réconciliation. Mais je dis, est-ce qu'on peut faire des omelettes sans casser les œufs? Parce que ce n'est pas parce que vous voulez qu'il quitte le pouvoir que vous allez casser. Vous voulez qu'il quitte le pouvoir que vous allez manifester n'importe comment et que la police va vous regarder parce que nous sommes dans un état de droit. Même en France, quand les gens marchent, même en France, quand les gens font des marches, ils sont canalisés. Il y a eu des gilets jaunes que les CRS ont frappé, les CRS ont cassé les bras. Si vous voulez qu'il y ait la paix, je crois bien que chacun doit faire un sacrifice. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon à une femme que la femme a raison. Mais c'est parce que tu sais que si tu ne demandes pas pardon, dans la chambre, tu auras des problèmes. Là, c'est toi seul qui vas vivre ton problème. Si le président Ouattara veut rester, que vous pensez que c'est lui qui a le problème, mais vous voulez la paix pour le pays. Parce que c'est sur le plan politique, mais sur le plan économique, la Côte d'Ivoire marche à merveille. Allez-y à Abidjan, vous allez voir. Est-ce que les Ivoiriens se plaignent parce qu'ils ne trouvent pas à manger? Est-ce que les Ivoiriens se plaignent parce qu'il n'y a pas un développement? Est-ce que les Ivoiriens se plaignent parce qu'il n'y a pas de bonne route en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens se plaignent. On a vu la dernière fois, comment on a dit, des mouvements d'humeur, des diplômés qui ont le doctorat réclamer de l'emploi auprès de l'État. Mais voici le problème que les Africains ont. Pourquoi quand vous sortez de l'université, vous voulez forcément que l'État vous embauche? Tout le monde veut être salarié. Au fait, ceux qui sont salariés, c'est les hommes paresseux. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Ils vont au travail. Quand on dit à quelqu'un, je vais au travail. Quand tu vas au travail, qu'est-ce que tu fais de plus? Et nos parents planteurs qui sont sous le soleil, de 7h à 17h, ils retrouvent quoi? Demain, c'est pour leur dire que le cacao est payé peut-être à 300, après c'est à 500. Ils ne se plaignent pas. Mais il y a des gens qui sont payés à des millions, mais ils se plaignent. Tu as un diplôme, il faut travailler le minds et puis tu crées ta société. Maintenant, si on nous dit que on veut faire les affaires, que l'État nous aide à faire nos affaires, que l'État refuse, là c'est un autre problème. On ne peut pas embaucher. Il faut que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas embaucher tout le monde. On ne peut pas embaucher tous les diplômés. Ce n'est pas possible. Aucun pays dans le monde ne peut embaucher tous ces diplômés. Ce n'est pas possible. Et il y a trop de docteurs même en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui les avez produits. Oui, mais quand on est docteur, ça vous fait quelque chose de bon. Est-ce que c'est pas... Il faut forcément travailler. Je vais vous dire quelque chose. Les gens sont docteurs en pharmacie. Ils deviennent quoi? Des vendeurs de médicaments. C'est vrai ou bien c'est faux? Dans tous les pays africains, ils sont des pharmaciens, ils deviennent des vendeurs de médicaments. Que d'avoir des laboratoires. Combien de pharmaciens ont des laboratoires? Ils ne sont pas nombreux.
Pourtant, il doit avoir des laboratoires. Mais il préfère aller vendre les médicaments. Ça, c'est la paresse. Il est assis dans son officine. Le soir, il vient, il demande. C'est combien? C'est fini. Donc, les docteurs doivent réfléchir. Chacun doit réfléchir. Le monde a changé. Tout le monde veut le changement. Mais tout le monde ne veut pas accepter les outils du changement. Voici le problème. Pour revenir donc au sujet, je voudrais passer par les acquittements de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, intervenus donc à La Haye. Est-ce que ces acquittements ont été un arrangement politique en faveur de la paix en Côte d'Ivoire? Bon, que ça soit un arrangement politique ou bien que ça ne soit pas un arrangement politique, l'essentiel, les deux personnalités sont dans leur pays pour mener les activités politiques. C'est ce que je sais. Mais je crois bien que le président Ouattara veut la paix, son gouvernement veut la paix, son parti politique qui est le RHDP veut la paix, parce qu'on ne va pas rester éternellement dans les palabres. Or, il y a des gens clés. Quand ils ne sont pas là pour animer la politique, ça ne va pas. J'ai toujours dit, il ne faudrait pas laisser nos autorités être dans leur confort. Parce que s'ils sont dans le confort, s'il n'y a pas une opposition vraie, vous comprenez qu'à un moment donné, les gars font trop de gabégie. Parce que personne ne peut les contrôler. Et ils font ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de choses même qui se passent que les présidents ne savent pas. Tous ceux qui sont autour des présidents, c'est eux qui sont les causes de nos problèmes en Afrique. Pas le président lui-même. Donc les opposants, je crois bien qu'il faut faire la paix avec le monsieur. Et puis c'est fini. On en finit avec cette histoire. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Il a fait venir le président, d'abord il a fait venir Kone Katina, il a fait venir Damana Pika. Ça c'est les gens de l'ancien FPI qui aujourd'hui PPACI. Le président Laurent Gbagbo lui-même il est rentré. Madame Sivonne Eve Gbagbo qui était en prison est sortie. Tout dernièrement, Abei est sorti. Il y a un autre colonel bien général qui est sorti. Blé Goudé est sorti. C'est un processus qui a commencé. Et je sais que le processus va arriver à terme et on aura la paix définitive en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas donner la paix comme ça. Parce qu'on veut la paix, on va tolérer certaines choses. Moi, je dis non. Quand on veut la paix, chacun doit faire le sacrifice. Chacun doit pouvoir rester là où il était. Ça s'est passé dans certains pays où les opposants ne rentrent pas. On a traité d'un problème ici la fois passée avec la Guinée équatoriale. Il n'y a aucun opposant en Guinée équatoriale. Mais est-ce que la Guinée équatoriale ne vit pas? Est-ce que le président Théodore ou bien Guéma ne vit pas? Il vit bien. Mais c'est parce que... même après 43 ans de pouvoir. Oui. Mais aujourd'hui, c'est parce que le président Ouattara veut laisser un pays réconcilié, un pays en paix, qu'il fait rentrer tous ces opposants qui sont sortis. Moi, je demande pardon à nos opposants. Vous parlez comme si le président Ouattara n'avait pas agi pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient maintenus en prison. Non, ce n'est pas le président Ouattara qui a amené Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo en prison. Parce que si on veut traiter les problèmes de l'Afrique, il faut voir quels sont les gens qui sont de manière indirecte dans une crise. Dans la crise ivoirienne, il y a des Français. Parce que les Français ont beaucoup d'intérêts en Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo n'était pas la personne idoine pour gérer les intérêts de la France. Donc du coup, si monsieur Laurent Gbagbo doit être balayé, il a été balayé. Il faut que tout le monde comprenne ça. On va pas cacher certaines choses. C'est les Français qui ont amené monsieur Laurent Gbagbo et Blé Goudé en prison. Ce n'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est les Français. Blé Goudé même sait. Le président Ouattara même, Gbagbo même sait que c'est les Français. Il ne faudrait pas jeter l'anathème et l'opprobre sur le président Ouattara pour certaines choses. Mais est-ce qu'il n'a pas semblé, parce qu'il y a eu des avocats même de l'État ivoirien qui ont cherché à maintenir en prison Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce ne sont pas des avocats français. Mais si le président Ouattara voulait maintenir Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo en prison, il serait en prison. Vous êtes mes adversaires. Et il y a une situation qui fait que vous n'êtes plus au pays pour m'emmerder. Quel intérêt moi j'ai à aller vous chercher pour vous faire venir, pour venir m'emmerder? Si ce n'est pas la paix, rien que la paix. C'est parce qu'il veut la paix qu'il a tout fait pour qu'il vienne.
La preuve, Charles Blé Goudé, quand il est arrivé, il a remercié le président Ouattara. Il a reconnu que... Il a rencontré ce week-end le ministre de la Réconciliation, oui. Kakabe. Donc, il a transmis ses remerciements donc, à l'endroit du président de la République. Oui, c'est normal. Le président de la République est un peu comme un père à tous. Pour le moment, c'est lui qui est le père de la nation. Donc, si Blé Goudé reconnaît que le président Ouattara a œuvré pour qu'il soit de retour dans son pays, il faille que, lorsqu'il est sur la terre de ses ancêtres, qu'il parte voir le père pour lui dire merci, parce que à cause de toi, je suis arrivé dans mon pays. C'est normal. Mais est-ce que vous pensez que le président Ouattara a bien fait d'accepter le retour de ces deux anciens, on va dire, adversaires, pour ne pas dire ennemis, encore que, est-ce qu'il avait la main pour dire non, puisque la Cour pénale internationale avait décidé que ces deux rentrent au pays une fois acquittés? Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut remercier le président Ouattara. Pour la paix. Il va même dire aux Français, pour la paix. Parce que c'est moi qui gère le pays. Vous êtes à 6000 km de moi. C'est moi qui gère le pays. C'est moi qui connais les réalités de mon pays. Pour la paix, parce que Gbagbo, le président Gbagbo a ses partisans, quoi qu'on dise. Et Charles Blé Goudé a ses partisans, quoi qu'on dise. Donc pour eux, tant que leurs partisans ne sont pas encore rentrés, c'est comme si il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Les gens ne sont pas contents. Le président Ouattara sait. Si moi je sais, ce n'est pas à son niveau qu'il ne sait pas que les gens sont mécontents. Les gens sont très mécontents. Donc il fallait qu'il fasse venir les gens. Dès que M. Laurent Gbagbo est venu, dès qu'ils se sont croisés deux fois avec le président Bédié, vous avez vu que la tension a baissé en Côte d'Ivoire. Parce que ce que la tension a baissé pour un temps. Est-ce que c'est pour longtemps? Est-ce que le retour de ces deux gladiateurs de la politique n'est pas un risque pour la paix, finalement? Non. Le retour de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo n'est pas un risque. Si vraiment ils aiment la Côte d'Ivoire, si vraiment ils aiment ce peuple, si vraiment ils veulent qu'on ait une Côte d'Ivoire moderne dans les années 2030-2040, je crois bien que chacun de nous doit faire un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est d'aller vers les populations, c'est d'aller dans les villages, c'est d'aller dans les hameaux pour leur dire qu'il y a eu un moment où nous nous sommes battus, mais le moment est arrivé où nous devrons faire la paix. Et c'est de cette paix, je crois bien que Blé Goudé a discuté longtemps avec le ministre de la Réconciliation. Je crois bien que Blé Goudé a discuté longtemps avec le président de la République, son directeur de cabinet, avant qu'il ne rentre. Il y a un canevas dans lequel on doit rentrer, il y a un moule dans lequel on doit rentrer. Toute personne, tout politicien qui ne rentre pas dans ce moule-là, je crois bien qu'on doit l'écarter. On n'a qu'à laisser les palabres inutiles. Ce qui s'est passé est passé. Nous devrons regarder le futur. Mais vous avez dit qu'il y a encore beaucoup de partisans de Laurent Gbagbo qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire la réconciliation si on fait rentrer les leaders alors que les collaborateurs sont encore en prison? Ils sortiront. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'est un processus. C'est un processus. Chacun à sa peine comme il se doit. Donc chacun va sortir selon sa peine. Chacun va sortir selon ce que le président voit. Parce que le président Ouattara a une vision. Le président Ouattara sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui n'est pas distrait. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les amusements. Il sait comment amener la Côte d'Ivoire. Donc il attend au moment précis et tous sortiront. Vous avez parlé de Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo, mais aussi de Simone. Elle était en Côte d'Ivoire, mais élargie depuis, elle a son parti politique. Mais il y a un autre poids lourd de la politique ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro, qui a été condamné à la prison et puis contraint à l'exil. Guillaume Soro à l'extérieur, est-ce que ce n'est pas une réconciliation alambiquée? Je répète encore que la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est un processus. Guillaume Soro n'est pas sorti de la... Un processus qui fait rentrer les uns et qui maintient les autres à l'extérieur. Guillaume Soro n'est pas parti au même moment que Gbagbo et au même moment que Blé Goudé. Guillaume Soro est parti peut-être 10 ans après. Donc si eux, ils sont sortis aujourd'hui, pourquoi est-ce que Guillaume Soro n'attendrait pas au moment opportun? C'est pourquoi je dis tout à l'heure que celui... Pour vous, c'est quoi le moment opportun? Celui qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, celui qui est au pouvoir aujourd'hui... Et vous demandez qu'on attende le moment opportun. Soro n'est pas en prison. Oui, mais il a été condamné. Oui, il a été condamné, mais il n'est pas en prison. Et je dis, et je répète, que le président Soro Guillaume regarde dans les yeux. Le président Ouattara
fut à un moment donné ton père. Il est même ton père. Parce que le président Ouattara dit que Soro Guillaume est son fils. Il peut avoir des bruits entre le père et le fils pendant des décennies. Mais ce n'est pas le père qui doit aller vers le fils. Nous sommes en Afrique. Il faut que le président Soro comprenne que le président Ouattara, c'est son père. Et donc, il doit déléguer des gens pour venir lui demander pardon et il va rentrer dans son pays. Pourquoi nous voulons faire comme les Européens? Viens demander pardon, tu vas rentrer. Et je suis sûr que c'est ce que Blé Goudé et Kakabe, comme c'est notre génération, ils feront tout pour voir le président Ouattara, pour lui parler de ça, pour que le président Soro Guillaume rentre. Le président Soro Guillaume va rentrer parce que le président Ouattara veut la paix. Mais c'est quoi le problème entre le président Ouattara et Guillaume Soro, qui ont cheminé pendant longtemps? On aurait pu dire qu'ils ont conduit la rébellion ensemble pour prendre le pouvoir et ensuite pour se brouiller. Oui, le président Soro dit que le président Ouattara l'avait trahi parce que juste après les 2 mandats, il devrait être présenté comme le candidat du RHDP. Cela n'a pas été fait, c'est la base de leur bruit. Mais moi je crois que Soro est encore jeune, il a le même âge que nous, il est encore jeune. Il faut attendre. On a un problème en Côte d'Ivoire, c'est que nos aînés, le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo, ont mis très très tôt la jeunesse dans la politique. Il y a des choses que les jeunes doivent connaître et comprendre. Il y a des choses que les jeunes ne doivent pas comprendre et connaître. Mais on leur a fait faire ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes peuvent s'élever pour dire, bon, dégagez, nous on va prendre votre place. Que la jeunesse attende. Il faut être patient dans la vie. La patience est un chemin d'or. Le président Soro va rentrer. Un jour, le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié ne seront pas là. Celui qui veut être candidat sera là pour être candidat et le peuple va agir. Oui, mais est-ce que vous pouvez parler de Guillaume Soro en tant que quelqu'un qui est impatient, lui qui a conduit la rébellion, qui oui, mais moi je crois bien au pouvoir le président Ouattara. Gilles, Soro est impatient. Soro a été ministre. Il aurait pu prendre le pouvoir à la suite de la rébellion. Soro a été ministre. Qu'il a conduite. Soro a été ministre. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Charles Blé Goudé a été quoi? Ministre. Combien de temps? Des 2 personnes qui doivent être pressées. Des 2 personnes qui doivent être pressées. Mais vous parlez d'impatience, moi je dis simplement que si Soro était impatient, est-ce qu'il n'aurait pas pris le pouvoir déjà quand il avait conduit la rébellion? Il ne peut pas prendre le pouvoir, c'est celui qui est en face de lui, c'est un enfant qui ne sait rien. Le président Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait rien. Il est très intelligent. Donc Soro Guillaume ne peut pas dire qu'il peut prendre le pouvoir comme ça. À 50 ans, tu veux prendre le pouvoir, tu as encore le temps, 20 ans, 30 ans devant toi pour pouvoir venir gérer le pays. Et puis d'ailleurs, on ne prend pas le pouvoir comme ça. Il faut conquérir le cœur du peuple. Il faut conquérir le cœur de ta population pour qu'on puisse... Ce n'est pas un concours ou bien un examen parce que tu es trop intelligent, tu vas passer. C'est le peuple qui décide. Parce que les politiciens font comme si c'est eux, c'est par leur propre force qu'ils viennent au pouvoir. Non. Je vais être président, mais c'est le peuple qui va voter pour toi. Quelle est la certitude que tu as que le peuple t'aime et que le peuple va aller? Le monde qui te suit ne veut pas dire qu'ils vont te voter. En tout cas, en ce qui concerne Charles Blé Goudé, c'est trop tôt pour parler du bilan de son retour, mais on peut épiloguer sur ce que Laurent Gbagbo a fait de son retour en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce retour a été bien géré selon vous? Le retour de Charles Blé Goudé? Laurent Gbagbo. Bon, le retour de Laurent Gbagbo, surtout que le retour de Laurent Gbagbo, c'est son parti politique qui devrait gérer le retour. Mais moi, je crois bien qu'il n'a pas eu de problème. Il est rentré calmement dans son pays. Ceux qui pouvaient venir l'accueillir. On aurait pensé qu'il aurait pu peut-être réunir les 2 camps de son parti, totalement disloqués. Mais il est rentré avec des divisions d'abord familiales et ensuite le ciment a été, on va dire, constaté au sein de son parti politique. Michel m'a reçu sur ce même plateau en avril 2021. Et nous avons discuté du FPI. Je lui ai dit que si le président Afin Guessan s'accroche au pouvoir, c'est parce que les tests du FPI veulent que le président Afin Guessan soit là. Qu'est-ce que les partisans de M. Laurent Gbagbo disent? Eux qui disent non, il faut les tests, il faut les tests. Vous ne voulez pas qu'on viole les tests, mais au sein de votre propre parti, vous violez les tests. Mais la déchirure était déjà là. Mais le monsieur, le président Gbagbo, il était à La Haye. Et il y a eu ces pas là pendant au moins 10 ans. Il n'a pas pu donner son point de vue. Il y avait problème. Mais le vrai problème, est-ce que ce n'est pas l'accointance entre Afin Guessan et le camp
Ouattara. Afi Diessa a été en prison comme le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a été en prison à La Haye. Une prison à La Haye et une prison en Afrique, ce n'est pas la même chose. Ils ont montré des vidéos du président Afi où les militaires, les soldats étaient en train de le maltraiter. Est-ce qu'ils ont maltraité M. Laurent Gbagbo en prison? Je ne crois pas. Et quand tu es en prison, il y a un proverbe baoulé à Caen qui dit: quand la maladie se trouve dans la partie génitale de ta maman et que c'est pas ton cesse que tu dois prendre pour enlever, tu n'as pas couché avec ta maman. C'est toi seul qui peux enlever, mais c'est ton cesse qui doit enlever la maladie qui est là-bas. Est-ce que tu as couché avec ta maman? Voici des gens, il y a les armes qui sont sur toi et tu veux jouer les durs. On a eu le même problème quand il y a eu la guerre. La guerre a éclaté à Bouaké. Bouaké, c'est la zone des Baoulés, c'est les Akans. La guerre a éclaté peut-être 2 semaines, 1 mois après, à l'ouest, à Danane, à Man, à Diokwe. Pourquoi les gens disent que c'est les Baoulés qui ont vendu la Côte d'Ivoire? Vendu la Côte d'Ivoire comment, Gilles? Des bandits rentrent chez toi notamment, armés jusqu'aux dents. Ils te disent, donne l'argent, sinon on va tuer ta femme. Tu as l'argent dans la maison, tu fais quoi? Tu as l'argent dans la maison, tu fais quoi? Même si tu es ceinture noire, millième d'âne, des soldats armés jusqu'aux dents, ils font quoi? À Bouaké, on était obligé de négocier avec les rebelles. Mais il y a eu moins de morts. Les morts qu'il y a eu à Bouaké, c'est quand les gens ont dit que Bouaké était libéré et les jeunes étaient dans les rues pour chasser quelques militaires. C'est en cela que les militaires se sont fâchés. Un militaire, c'est un militaire, la l'arme. Toi, tu n'as pas l'arme, tu fais comment? Mais à l'ouest, les gens se sont opposés farouchement. C'est quoi? Il y a eu plein de morts. Les gens viennent avec les armes de guerre. Vous avez des fusils de chasse. Vous ne pouvez pas lutter contre eux. Mais M. Afi Diessa était en Côte d'Ivoire. Les gens l'ont maltraité comme il se devait. Mais il ne peut pas avoir les mêmes réactions que le président Laurent Gbagbo. Mais après, tu dis non, qu'il a des accointances avec le RHDP. Au fait, moi, quand j'entends ce genre de trucs, c'est comme si les personnes même ne sont pas intelligentes et qui sont manipulées. Quelqu'un qui a été Premier ministre peut être manipulé par une autre personne. Celui qui a dirigé la tête de l'État peut être manipulé par une autre personne. C'est pourquoi j'ai donné ce proverbe à Caen, pour que les gens comprennent. Il y a des situations qui font que tu es obligé de changer. Mais est-ce que quand tu changes, ton cœur a changé? Ton cœur n'a pas changé. Donc il faut que tous les Ivoiriens comprennent que nous voulons la paix. C'est de la paix que Blé Goudé est venu parler. Tous les problèmes passés, nous devons laisser tomber ça. Et puis que ça soit l'histoire de notre pays. C'est tout. Et ceux qui sont rentrés de la haine ont encore des ambitions présidentielles, notamment Laurent Gbagbo. Est-ce que, avec ce désir de rester encore au devant de la scène politique, est-ce qu'il ne complique pas le jeu de la réconciliation? C'est son droit le plus absolu de se présenter. Si le droit lui permet de se présenter, il va se présenter. C'est pourquoi je dis que leur retour, c'est pas des palabres. Leur retour, c'est la réconciliation. Les partisans de M. Laurent Gbagbo voulaient le voir, ils l'ont vu. Les partisans de M. Charles Blé Goudé voulaient le voir, ils l'ont vu. Donc je crois bien qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, devenir président, bien être candidat, va créer des palabres. Je dis non. C'est pourquoi je dis que le président Ouattara veut la paix. S'il sait très bien que quand ceux-là vont venir, ça va créer des histoires, il ne les fera pas venir. C'est pourquoi il a retardé. Parce que les plaies étaient encore béantes. Donc il ne fallait pas mettre le couteau encore dans la plaie. Maintenant que le président Ouattara, après étude, il a compris que la plaie s'est cicatrisée, il peut faire venir les gens. C'est pourquoi quand il fait venir les gens, le langage qui sort dans la bouche de Blé Goudé, c'est le langage de paix. Mais quand Blé Goudé était à La Haye, il n'y avait pas de langage de paix. Mais aujourd'hui, c'est un langage de paix. M. Laurent Gbagbo même est venu, c'est un langage de paix. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore tenu des propos qui peuvent jeter l'huile sur le feu. Les téléspectateurs nous diront tout à l'heure ce qu'ils pensent de votre développement et du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Gbagbo d'abord et puis de Charles Blé Goudé ensuite. Et pour terminer cette première partie, je voudrais vous interroger sur le rôle de la France dans ce conflit ivoirien et ensuite pour la réconciliation nationale. La France favorise-t-elle ou complique-t-elle la réconciliation des Ivoiriens? Bon, moi je crois bien que il y a les intérêts qui sont en jeu
en Côte d'Ivoire. Donc les Français vont toujours soutenir celui qui va mieux apprivoiser, celui qui va mieux garder leur intérêt. C'est ce que je peux dire. Donc, pour vous, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Que ce soit le président Gbagbo, c'est sous le mandat du président Laurent Gbagbo que les Français ont eu plus de contrats. Dans le face-à-face avec le président Ouattara en 2010, le président Ouattara même l'a dit. Qui c'est qui a envoyé des Blancs pour le soutenir dans les campagnes? Qui c'est qui a édité les t-shirts? Qui c'est qui a fait la communication du FPI en son temps? C'était les Français. Mais le président Ouattara a choisi des jeunes Ivoiriens qui ont fait sa campagne de communication. Donc, eux tous, que ce soit le président Bédié, eux tous ont des accointances avec les autorités françaises. La Côte d'Ivoire, c'est la France c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent. Tant que tu vas t'opposer à la France, tu auras toujours des problèmes. Donc, mieux vaut faire comme le président Fouette, qui a su gérer le côté africain et le côté francophone. C'est pourquoi nous sommes développés aujourd'hui. Mais tous ceux qui vont s'opposer aux Français, qui ne vont pas négocier avec les Français, auront toujours des problèmes. Vous le dites, vous, panafricaniste. Mais je suis panafricain, mais il faut être réaliste dans certaines choses. Tous les pays ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi quand je viens ici, qu'on parle du Togo, mes analyses ne sont pas trop pointues parce que chaque pays a sa réalité. Et il faut connaître la réalité de ton pays. Si tu ne connais pas la réalité de ton pays, tu vas faire fausse route dans ce que tu fais. Dis-moi parmi les trois qui n'est jamais allé voir des autorités françaises. Il n'y en a pas. Ils sont tous francophiles. Ils sont tous francophiles. Mais qui gère mieux les intérêts de la France pour le moment? C'est là-bas qu'il y a la balance va faire son choix, c'est tout. Et pour boucler cette première partie, vous avez écouté tout au long de cette émission. Pour vous, c'est oui, la réconciliation est en marche en Côte d'Ivoire. La réconciliation est en marche. C'est un processus irréversible. Je dis bien, c'est un processus irréversible. Celui qui ne se met pas dans le processus sera écarté. Que pensez-vous de la collaboration des vieux, entre guillemets, Bédié d'un côté, Gbagbo de l'autre? Est-ce qu'ils jouent franc jeu dans cette réconciliation? Les trois ne jouent pas franc jeu. Moi, qu'ils me regardent en face. Les trois ne jouent pas franc jeu. Il y a eu des collaborations entre le président Ouattara et le président Gbagbo dans les années 92. Après, il y a eu la collaboration entre le président Bédié et le président Ouattara dans les années 2005-2004, 2004-2005. Aujourd'hui, il y a eu une collaboration entre le président Gbagbo et le président Bédié. Est-ce que les trois ont tiré toutes les leçons de ces collaborations? On va revenir sur le sujet dans la seconde partie de New World Forum. Et là, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes avec les téléspectateurs et leurs contributions. Si vous voulez, je vous rappelle une fois encore le contact, plus 228 96 46 10 31. Tout de suite.